révélation. RTVE, tout un programme. Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne RTVE et en particulier les amateurs de la rubrique Totonga Congo. Aujourd'hui on va parler de la suite de l'émission qu'on avait faite sur les champs visuels. Aujourd'hui on va parler des programmes qui pilotent l'ordinateur pour qu'on puisse obtenir un champ visuel de type particulier. Donc on va parler planche numéro 38. On va parler des programmes les plus fréquents, page numéro 38. Les programmes les plus fréquents lors des explorations du champ visuel. Page numéro 38. Chaque machine et chaque modèle de chaque film a ses programmes spécifiques en plus ou moins, ou à moins. Le logiciel qui pilote un modèle donné est aussi susceptible de mise à jour. Donc les programmes ne sont pas toujours les mêmes, mais ils sont souvent presque identiques parce qu'ils sont standardisés. Mais presque tous les modèles orbitent autour des mêmes programmes standards. Planche numéro 39. Planche numéro 39. Les différents programmes les plus fréquents qu'on utilise dans les analyseurs de champs visuels automatiques sont par exemple, en premier lieu, le threshold, qui est le sciage. On va voir les développements dans la suite. B, les programmes screen, dépistage, c'est-à-dire que dépistage de masse. Les programmes spéciaux, c'est-à-dire pour les cas spéciaux, là vous spécifiez vos paramètres. Programme dynamique, c'est pour les champs visuels dynamiques, par exemple les champs visuels périphériques. Et programme custom, là on personnalise les données, tout ça, les données d'entrée, les données de sortie. Planche numéro 40. Là nous allons parler maintenant des programmes single threshold, c'est-à-dire seuil. Planche numéro 41. Programme threshold. Programme single threshold ou seuil. Le programme threshold de champ visuel sert à mesurer quantitativement la sensibilité lumineuse à chaque point du champ visuel, indispensable pour détecter des anomalies subtiles, cartographier précisément la teinte du champ visuel et surveiller l'évolution d'une pathologie. Planche numéro 42. Ce protocole threshold cherche donc à mesurer la sensibilité rétinienne seuil, point par point. C'est-à-dire il y a des points différents qu'on appelle pixels en informatique. Dans l'ordinateur, au niveau des yeux, c'est les points qui correspondent au niveau de la rétine à des cellules photosensibles. Donc ce protocole cherche donc à mesurer la sensibilité rétinienne seuil, point par point. Le programme threshold sert à mesurer la sensibilité différentielle rétinienne à chaque point testé de façon quantitative, c'est-à-dire mesuré. Il existe plusieurs sous-programmes selon les zones explorées. Il y a le programme standard 32, 24.2, etc. qui teste le champ visuel central et moyen. On a vu que le champ visuel central, c'est le champ visuel où la vision est la plus nette et qui est chargé de la vision des couleurs, la vision diurne, c'est-à-dire la vision en lumière forte. Programme macula, ou 32, qui explore plus précisément la région maculaire. Le standard 32, c'est la vision centrale et moyenne. Tandis que le programme macula, c'est la vision le plus centrale, c'est-à-dire le plus fin, où la vision est la plus fine, avec le plus de sensibilité à la lumière et à la lumière du jour. Planche numéro 43. Le programme threshold ne se contente pas de détecter si le patient voit une lumière ou pas. Il cherche à déterminer le plus petit stimulus lumineux qu'il peut percevoir à chaque point du champ visuel. La valeur seuil ou en anglais threshold. Donc c'est pour détecter la plus petite intensité lumineuse qui peut stimuler une cellule photovisuelle, c'est-à-dire dans l'œil, les cellules qui perçoivent la lumière, qui reçoivent la lumière. Alors la plus petite stimulation qui peut les stimuler, vous voyez quand on est dans l'obscurité, on ne voit pas, quand la lumière est faible, on ne voit pas, c'est à partir d'un certain moment que la lumière est assez suffisante qu'on peut voir quelque chose. Maintenant, le programme threshold, ça détermine la lumière la plus petite, la plus faible qui permet à l'œil de percevoir une stimulation, un stimulus lumineux. Planche numéro 44. Comment fonctionne le test threshold? Le test commence par présenter des stimuli de luminosité variable par un algorithme adaptatif, exemple CITA standard ou CITA fast shift en free. Il ajuste l'intensité jusqu'à trouver la limite minimale que le patient voit. C'est le seuil de sensibilité.
Cette valeur est exprimée en décibels. Plus le chiffre est élevé, meilleure est la sensibilité rétinienne. Planche numéro 45. Intérêt du test Threshold. Le programme Threshold permet de quantifier la sensibilité rétinienne point par point, à comparer les champs visuels du patient à une base de données normatives de même âge. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont été examinés, qui ont le même âge. Alors, on a fait des bases de données avec des moyennes, avec des déviations standards, des normales, des valeurs normales. Alors maintenant, quand on examine un patient, on compare ces valeurs à des valeurs qui sont dans la base de données, des valeurs qu'on appelle normatives, c'est-à-dire qui déterminent à peu près la norme. Donc, le programme Threshold permet de comparer les champs visuels du patient à une base de données normative chez les patients de même âge, parce que plus l'âge avance, plus la sensibilité diminue. Donc, il faut faire la comparaison avec des éléments de même rapport. Il permet aussi de suivre la progression d'une pathologie, par exemple le glaucome, la maculopathie, avec des données objectives et reproductibles. Ce programme Threshold permet aussi de localiser précisément les scotomes. On avait vu ce que c'est les scotomes, ce sont des zones où la rétine n'est pas sensible, des zones où l'œil ne voit pas. Par exemple, il y a le scotome physiologique, là où le nerf optique entre dans l'œil. C'est une zone où on ne voit pas. Mais tellement que c'est depuis la naissance que cette zone-là n'est pas visible, le cerveau est habitué à supprimer cette zone-là. Donc on ne se rend pas compte que cette zone-là ne voit pas. Mais il y a aussi des zones pathologiquement qui ne voient pas pathologiquement. Alors, par exemple, dans les cas de glaucome, des cas de rétinopathie, de tout ça, il y a des zones de la rétine qui sont plus sensibles, on appelle ça scotome, des zones aveugles. Alors, le programme, le Threshold, ça permet de localiser les zones qui ne voient pas, soit que leur sensibilité a diminué, soit que leur sensibilité est complètement abolie. Quand c'est complètement aboli, c'est le scotome absolu. Quand c'est seulement diminué, c'est le scotome relatif. Bon, planche numéro 46. Le programme Threshold par rapport au programme Supra-Threshold. Supra-Threshold, ça montre des stimuli plus illuminés que le seuil normal attendu. Ce programme sert surtout à dépister, faire un dépistage rapide, mais c'est un peu moins précis que le Threshold. Le Threshold calcule vraiment la limite, plus long, mais beaucoup plus sensible et précis. Ça prend un peu plus de temps, mais ça donne plus de précision. Donc, les résultats que ça donne peuvent être vraiment utilisés, avec confiance pour déterminer que cette zone-là ne voit pas et puis ça permet de suivre l'évolution si la sensibilité augmente ou si la sensibilité diminue. Quand la sensibilité diminue, c'est que la maladie continue à évoluer, et quand la sensibilité augmente, c'est que la maladie est en train de récupérer parce que la sensibilité est en train d'augmenter. Donc le Threshold calcule vraiment la limite. Elle est plus longue, mais beaucoup plus sensible et précis. Et puis c'est recommandé pour les suivis, par exemple, des diagnostics et des détails. Les diagnostics, les détails sur les diagnostics. Bon, planche numéro 47. Les programmes Threshold les plus fréquents. Les programmes Single Threshold, ça s'appelle Single Threshold, bien Single ou bien Threshold together. Pour les programmes Threshold, leurs noms sont souvent une paire de chiffres séparés par un trait d'union comme ceci. Par exemple, on peut avoir le programme 30-2, 60-4, c'est pas moi, mais le trait d'union. 10 trait d'union 2, 24 trait d'union 2, programme macula, programme nasal step. On va voir ça par la suite. Planche numéro 48, les programmes les plus fréquents. Ci-dessous, donc après cette planche, on va voir les check range, c'est-à-dire l'étendue du champ testé. C'est-à-dire l'étendue, c'est soit les 20 degrés, 10 degrés central, soit les 30 degrés central, soit les 60 degrés, soit la périphérie, ça c'est l'étendue. Et le dot count, c'est-à-dire le nombre de points testés. Dans chaque étendue, il y a un certain nombre déterminé. Par exemple, on peut avoir 72 points à tester, soit 80 points à tester, soit 240, soit, ça dépend de la façon dont les programmes sont testés. Ça, c'est un peu l'inconvénient des appareils automatiques, parce que le nombre là est prédéterminé, préfixé. Vous ne pouvez pas aller au-dessus de ce nombre, à moins de reprogrammer la machine. Alors que dans les champs visuels manuels, on peut tester jusqu'à autant que vous voulez tester tous les points, vous pouvez tester ça à chaque examen. Donc, ci-dessous, le check range, l'étendue du champ testé, et le dot count, nombre de points testés, pour chacun des programmes Threshold ci-dessus, qu'on a détaillé ci-dessus, et on va donner aussi les détails. Planche numéro 49, le Threshold le plus fréquent. On commence par le programme 32.
C'est-à-dire, il teste la zone 30 degrés autour ou de chaque côté du point de fixation. 30 degrés autour ou bien de chaque côté du point de fixation. On teste 76 points, comme on avait dit, le nombre de points à tester. C'est-à-dire, chaque point correspond à une zone précise de la rétine. Et puis, donc, ça détermine la sensibilité de la rétine à ce niveau-là. Et pour suivre s'il y a une maladie ou si c'est normal. Et si c'est une maladie, on peut suivre l'évolution en fonction de l'évolution de la sensibilité. Si ça augmente, si la sensibilité augmente ou si la sensibilité diminue. Donc, le test 32 teste autour, 30 degrés autour de chaque côté du point de fixation. 76 points. Disposition standard en gris 6 degrés, identique à Humphrey 32. Le protocole 32 du programme de Threshold explore une zone centrale de 30 degrés de part et d'autre de la fixation, selon une grille de 76 points disposés tous les 6 degrés. Le trait 2 signifiant que les points évitent la ligne médiane horizontale et verticale pour mieux détecter les scotomes centraux et paracentraux. Centraux, c'est-à-dire au centre, paracentraux, c'est juste à côté du centre. Planche numéro 50. Le 32, programme 32 est particulièrement utile dans quoi? Dans quel cas particulièrement on utilise le programme 32, c'est-à-dire 30 degrés avec 2 degrés d'espacement. Explorer des pathologies affectant tout le champ visuel, central et paracentral jusqu'à 30 degrés, comme le glaucome, parce que le champ central, ça va juste en principe à peu près autour de 10 degrés. Alors, après 10 degrés, entre 10 degrés et 30 degrés, c'est le champ paracentral, c'est-à-dire c'est tout à côté du champ central. Donc, le programme 32 est utilisé particulièrement dans le glaucome, surtout les formes débutantes ou modérées. C'est-à-dire c'est pour comment dirais-je, détecter le glaucome à ce stade initial. Avant extension périphérique plus large. Il est utilisé aussi dans l'analyse, l'exploration des neuropathies optiques qui peuvent être ischémiques, inflammatoires, toxiques ou carentielles, c'est-à-dire des déficits alimentaires en vitamine B1, B12, tous ces vitamines neurotropes là, quand ça manque, les nerfs optiques entrent en dégénérescence et on peut détecter ces anomalies avec le programme 32 du champ visuel. Donc, le 32 est particulièrement utilisé dans les neuropathies optiques, ischémiques, inflammatoires, toxiques, carentielles, quand on suspecte ou on suit une atteinte neurologique, neuro-ophtalmologique étendue ou un glaucome avec possible extension périphérique. Bon, là, c'est un thème technique. Le glaucome, ça atteint la périphérie, ça atteint aussi le centre. Il y a des signes de champ visuel, de glaucome qui apparaissent au champ visuel en périphérie, il y a d'autres qui apparaissent au niveau central. Donc, avec le programme 32, on peut suivre facilement les lésions qui commencent dans la zone 32 du champ visuel, c'est-à-dire entre 0 degré et 30 degrés de la vision centrale. Le programme 32 permet aussi de suivre les pathologies chiasmatiques, c'est-à-dire à un endroit où les nerfs optiques et les fibres de nerfs optiques droite. Une partie va à gauche, une partie va à droite. Idem pour les fibres de gauche de l'œil gauche. Alors, à ce moment-là, on appelle ça décussation. Il y a un croisement, une dissociation de fibres. Au-dessus, là, il y a ce qu'on appelle l'hypothalamus. Alors, souvent, quand il y a une tumeur de l'hypothalamus, ça entraîne une compression des nerfs à ce niveau-là et ça provoque des lésions typiques au niveau du champ visuel. Donc, les pathologies, le programme 32 du champ visuel permet de suivre les pathologies chiasmatiques, par exemple compression, adénome hypophysaire, ainsi de suite. Quand il y a des lésions à ce niveau-là, les lésions sont typiques, on sait qu'on peut suspecter une tumeur dans le cerveau qui est située au niveau du chiasme. Le programme 32 permet aussi permet de visualiser certaines atteintes post-chiasmatiques, c'est-à-dire après le chiasme. On appelle ça lésions de radiation optique jusqu'au cortex visuel, qui peuvent produire des déficits plus étendus. Parce que là, ce sont des fibres qui sont un peu mises ensemble. Alors, une petite lésion, ça donne une manifestation plus étendue que normalement. Le programme 32 permet aussi de suivre les maladies héréditaires du nerf optique. Ça permet aussi de suivre les maculopathies évoluées, mais avec extension parafoveolaire large.
Fovea, on a dit, c'est la zone la plus sensible de l'œil, où il y a la vision la plus nette, la vision diurne, la vision des couleurs. Et la région qui est tout autour là, c'est la région parafovéolaire. Donc, le programme 32 permet de suivre les maculopathies évoluées avec une tension. Ça peut permettre aussi de suivre le bilan initial complet avant de se concentrer ensuite sur le 24-2 ou 10-2 selon les besoins. On verra le 24-2 et le 10-2 plus loin. Donc, le 32, c'est un peu le programme de départ. C'est très important pour les demandeurs de champs visuels et pour les opérateurs des appareils de champs visuels qui effectuent l'examen. Ils doivent savoir que dans tel cas, il faut commencer par le 32 et puis après le 32, il faut aller à tel autre programme pour faire le suivi. Le programme 32, c'est un bon comprimé entre les champs explorés et densité des points. Ça dit que le champ exploré n'est pas trop vaste, n'est pas trop petit, parce que plus le champ est vaste, plus l'examen va prendre le temps. Le malade va se fatiguer, il y a beaucoup d'incidents, les courants peuvent se couper, et puis il y a des sortes comme ça. Et puis, il y a le nombre de points. Pour que l'examen soit précis, il faut que le nombre de points soit nombreux. Comme ça, on a la précision. C'est comme l'appareil de photo. Quand il y a beaucoup de pixels, l'image devient plus nette. C'est la même chose avec ces appareils-là. Plus les points sont nombreux, plus on a des détails sur l'image. Bon. Maintenant, le 32, c'est un bon commun parce que ce n'est pas trop volumineux, ce n'est pas trop large, ce n'est pas trop petit. Et puis, le nombre de points est la moyenne. Donc, ça donne une résolution, disons, pas trop élevée inutilement et ni trop basse pour que ça ne soit pas difficile à interpréter. Donc ça donne un bon compromis entre le champ exploré et la densité des points. Plus large que le 24,2 qui va jusqu'à 24 degrés. Donc le 24 degrés c'est un peu plus petit, le 32 un peu plus large. Donc ça permet une analyse, une exploration sur une zone un peu plus large. Et les points sont un peu moins denses que le 10,2 parce que dans le 10,2 les points sont beaucoup plus concentrés. Donc ça donne un peu une moyenne. Donc on peut commencer par là pour avoir déjà une idée de départ, pour savoir dans quelle direction aller pour la suite des examens, lors des contrôles et de tout ça, ou bien quand il faut approfondir l'analyse. Planche numéro 51. Les thresholds les plus fréquents. Maintenant on passe, on a vu les thresholds, le seuil 32. Maintenant on va voir le seuil 64. Il teste donc les 60 degrés. Point espacé de 4 degrés, généralement 68 points. Il est utile pour les atteintes périphériques. Périphérique, c'est-à-dire pas la périphérie 90 degrés, mais en dehors de la vision centrale. Et puis, un peu, disons c'est la vision moyenne, de parler de la vision moyenne. La vision moyenne, là, entre la vision périphérique et la vision centrale. 60 degrés, c'est entre 0 degré et 90 degrés. La vision paracentrale, c'est 0 degré à 30 degrés. Entre 30 degrés et 60 degrés, c'est la vision, on peut dire, moyenne. Donc, les thresholds 64 testent 60 degrés et puis des points espacés de 4 degrés, généralement 68 points utiles pour les atteintes périphériques. Comme j'ai dit, ce n'est pas périphérique, vraiment périphérique à 90 degrés, mais périphérique par rapport à la vision centrale. Il est surtout utile quand on veut explorer les champs visuels périphériques jusqu'à 60 degrés, ce qui est rare en routine. Les glaucomes et par exemple dans les glaucomes et les atteintes maculaires qui sont bien suivies par le 24,2 ou le 10,2. Mais important dans certaines maladies rétiniennes héréditaires, lésions périphériques ou contextes médicaux. Donc les 64 est beaucoup plus important dans les maladies rétiniennes héréditaires, périphériques et tout ça. Mais pour les glaucomes, on peut bien se passer de la chose en faisant les tests 24,2 ou le test 10,2 qui sont un peu plus serrés et un peu plus, comment dirais-je, un peu plus précis. Donc le protocole 64 du programme Threshold est assez spécifique et moins souvent utilisé que les classiques 24,2, 32, 10,2. On a vu que le 32 c'est le plus utilisé parce qu'il est un compromis entre les étendues pas trop petits, pas trop grands, et puis entre la précision des quoi là, pas trop de points, pas trop peu de points. Quand il y a trop de points et que c'est trop grand, l'examen prend trop de temps, les malades se fatiguent et tout ça, et il y a beaucoup de courants et tout ça. Donc il faut que l'examen ne dure pas trop longtemps. Donc il ne faut pas que l'examen soit inutilement trop vaste et avec trop de précision inutile. La précision utile pour avoir les détails, mais avec moins de résolution, il y a même moyen de voir les situations. S'il y a une suspicion, alors on passe à une résolution plus élevée. Planche numéro 52. Toujours le protocole 64.
Il est particulièrement utilisé dans l'exploration de l'extrême périphérie nasale et temporale. On a vu que la périphérie, ce n'est pas la périphérie de 90 degrés, c'est la périphérie par rapport à la vision centrale, donc aux environs de 60 degrés. Les 64 testent des points qui vont jusqu'à 60 degrés d'excentricité de part et d'autre du point de fixation, alors que les programmes standards 24,2 et 32 ne vont que jusqu'à 24 degrés et 30 degrés. On a vu que c'est plus spécifique, c'est plus particulièrement indiqué dans le glaucome parce que ça donne un peu plus de détails. Et 64, c'est un peu pour le dépistage initial, pour avoir un peu une idée, pour voir comment on doit évoluer. Le 64, il est donc indiqué lorsqu'on cherche à détecter ou suivre une atteinte du champ visuel très périphérique. Encore, je rappelle, ce n'est pas le périphérique de 90 degrés, c'est le périphérique par rapport au champ central qui se limite à 10 degrés. 64 est particulièrement utile dans la suspicion de pathologies atteignant préférentiellement la périphérie, donc aux environs de 60 degrés. Par exemple, rétinopathie pigmentaire ou autre dystrophie rétinienne où la perte du champ visuel commence souvent en périphérie. Les atteintes du nerf optique qui épargnent le centre mais touchent la périphérie, par exemple dans certains cas d'atrophie optique. L'atrophie optique, c'est-à-dire que le nerf optique commence à dégénérer. Dans certains cas de décollement des rétines périphériques, séquelles de chirurgie périphérique ou lésions périphériques traumatiques. Il est utile aussi dans les tumeurs orbitaires ou intracrâniennes comprimant le chiasma ou les voies optiques et provoquant des défauts périphériques. On a vu qu'il y a des tumeurs qui peuvent atteindre le chiasma ou dans les radiations optiques ou dans les bandelotes optiques ou bien même dans l'orbite ou bien même dans l'œil. Alors tout ça avec les champs visuels, ces protocoles-là, on peut facilement localiser, avoir une idée sur s'il y a une tumeur, quelle nature de tumeur, quel type de tumeur, et comment ça, on peut avoir aussi une idée, quand on connaît la nature de la tumeur, on peut avoir une idée sur l'évolution éventuelle et sur la vitesse de l'évolution et sur surtout les débouchements. Ça va se terminer par quoi ça? Tout ça, mais là, les tumeurs, c'est rare que ça se résolve spontanément, mais il y en a qui évoluent très lentement, il y en a qui évoluent très rapidement. Alors il faut quand même avoir une idée sur le type de la tumeur pour savoir à quelle urgence il faut intervenir. Bien sûr qu'il y a aussi des tumeurs bénignes, des tumeurs malignes. Les tumeurs malignes sont des tumeurs qui provoquent des métastases et puis c'est un risque pour la vie. Et puis il y a des tumeurs bénignes qui dérangent, qui sont souvent inesthétiques, mais qui, quand ça n'est pas situé au niveau des organes vitaux, ce n'est pas tellement, disons, mortel par rapport aux tumeurs malignes qui donnent des métastases. Et les métastases qui envahissent tous les organes, toutes les parties du corps humain, ça peut envahir le cerveau, ça peut envahir le cœur, ça peut envahir les poumons, ça peut envahir les reins, et alors ça donne des risques vitaux. C'est comme ça qu'il est quand même nécessaire de dépister, de savoir déterminer de quel type de tumeur il s'agit, avec quel type de tumeur on a affaire, pour savoir prendre une décision dès le départ, du moins orienter une action dès le départ pour savoir gérer la situation dès le départ de façon optimale. Planche numéro 54, façon le plus fréquent, on a vu le 32, on a vu le 64, maintenant on va voir le 10-2. Le test 10-2, test 10-2, planche numéro 54. Test 10 degrés centraux, 68 points espacés de 2 degrés pour analyse fine du centre du champ visuel. On a vu plus c'est serré, plus on se rapproche du champ visuel parce que les champs visuels central, ça se limite à 10 degrés. Et puis il y a encore moins que ça pour la vision vraiment foveolaire, la vision la plus centrale. Donc les traits sont les plus 2 tests 10 degrés centraux, 68 points espacés de 2 degrés pour analyse fine du centre du champ visuel, par exemple dans les glaucomes avancés ou les maculopathies. Le protocole 10-2 du programme Threshold est particulièrement utile dans certaines situations bien précises, surtout lorsqu'on s'intéresse à la région centrale du champ visuel. On a déjà dit ça, le 10-2 c'est pour la région centrale, la vision centrale. Pour la vision centrale, ça dit que là où il y a le plus de DTT, la vision des couleurs et puis la vision diurne. Planche numéro 55. Le protocole 10-2 teste aussi 68 points espacés d'environ 2 degrés, concentrés sur la région centrale de 10 degrés autour de la fixation. Donc c'est la vision vraiment centrale. Contrairement au protocole 24-2 ou 32, espacé de 6 degrés, il détecte mieux les petits scotomes et les anomalies subtiles près de l'avoueur. On avait vu que plus les points sont serrés, plus il y a beaucoup de points, plus la résolution augmente et plus on peut voir les plus petits détails. Donc ça permet de voir les scotomes,
les plus petits par rapport aux tests qui sont un peu grossiers avec moins de points. Et là, on peut voir que les gros scotomes. Les scotomes, on avait vu, ce sont des zones où la rétine soit est un peu hyposensible, c'est-à-dire la sensibilité est un peu basse, soit carrément n'a plus de sensibilité, c'est-à-dire à cet endroit-là, la rétine carrément ne voit plus rien. Planche numéro 56, principales indications et intérêts du 10-2, du protocole 10-2, c'est-à-dire point 10 degrés espacés de 2 degrés. Les principales indications: 1. Le glaucome avec suspicion ou atteinte du champ visuel central. Chez les patients glaucomateux, surtout ceux qui ont déjà des scotomes proches du point de fixation, sur 1 24-2, sur un programme, donc un protocole 24-2 ou 32. Il faut faire le champ visuel du protocole 10-2. À quoi ça sert encore dans le cas de glaucome? C'est quand on veut surveiller la progression d'atteinte paracentralement menaçante pour la vision centrale. À quoi ça sert encore les protocoles 10-2? Dans les maculopathies, les maladies rétiniennes centrées sur la macula, dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qu'on appelle DMLA, dans la toxoplasmose maculaire. La toxoplasmose, on a déjà vu ça, c'est une maladie congénitale, on peut dire congénitale, pas héréditaire, parce que héréditaire, ça vient des chromosomes. Quand vous avez des chats chez vous, des chats là, dans leur selle, dans leur excrément, il y a des microbes de toxoplasmose, et quand vous n'avez pas les mains, vous touchez les chats, tout ça, ou bien les poussières qui viennent des excréments des chats, vous avalez ces kystes-là, ils se développent dans vous, et puis ils provoquent une maladie toxoplasmique, la fièvre, et tout ça, et tout ça. Mais maintenant, la vraie toxoplasmose qui attaque l'œil, ça vient de la maman. Quand la maman est atteinte de toxoplasmose, alors maintenant, quand le fœtus se développe dans les ventres de la mère, les microbes de la toxoplasmose là maintenant attaquent le fœtus. C'est en ce moment-là qu'il y a développement de la toxoplasmose oculaire. Donc quand quelqu'un a la toxoplasmose oculaire, on est sûr que c'est une maladie congénitale. C'est pas lui qui a eu l'infection primaire, c'est la maman qui a été infectée, qui a transmis la maladie à son enfant et qui maintenant lui développe la toxoplasmose oculaire. Donc le test de champ visuel 10-2 est pratiqué aussi dans les maculopathies, comme dans la maculopathie rétinienne centrée sur la macula, comme dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge et la toxoplasmose maculaire, etc. etc. Et ce test-là de 10-2 est aussi utilisé dans les maculopathies, dans les rétinopathies médicamenteuses, par exemple dans l'hydroxychloroquine, la chloroquine, l'intoxication à l'hydroxychloroquine, la chloroquine. Le protocole 10-2 est recommandé par les recommandations américaines AAO pour détecter les atteintes précoces du champ visuel central de la toxicité. Là, par exemple, à un moment, on faisait la prévention de la malaria avec des comprimés de chloroquine, 100 mg par semaine, quelque chose comme ça. Alors, ça provoquait une intoxication au niveau de la rétine qu'on appelait bullseye. Alors, maintenant, ces intoxications-là, ces atteintes oculaires-là, par l'intoxication par la chloroquine qui était utilisée pour la prévention, disons, le traitement préventif de la malaria, ces lésions-là, cette dégénérescence-là, tout ça, c'est visible au niveau du champ visuel. Quand on fait les champs visuels avec le protocole 10-2, ça vous met en évidence l'intoxication à la chloroquine au niveau de la rétine. Par exemple, chez des gens qui font aujourd'hui, la chloroquine n'est plus utilisée, que ce soit pour la prévention, que ce soit pour le traitement. Les gens qui faisaient la prévention de la maladie avec la chloroquine, ils développaient une anomalie qui était détectable par le protocole 10-2 du champ visuel. Donc, si on veut rechercher cette intoxication-là, il faut faire le champ visuel avec le protocole 10-2, qui est plus approprié pour faire la détection de ce genre d'intoxication. Parce qu'à la longue, si on n'intervient pas, bon, il y a très peu de cas d'atteinte de la vision jusqu'à arriver à la cécité, mais quand même, c'est une intoxication qui bouleversait, qui perturbait la vision des couleurs, la vision de l'été, tout ça, mais donc il fallait faire le dépistage pour soit interdire définitivement la chloroquine, soit prendre d'autres mesures de disposition pour soigner cette intoxication, cette atteinte-là. Donc le protocole 10-2 sert aussi à évaluer
les pathologies neuro-ophtalmologiques touchant les champs centrales. Par exemple, les neuropathies optiques héréditaires ou toxiques. Certaines compressions chiasmatiques ou post-chiasmatiques, si suspicion d'atteinte maculaire. Elle est aussi utilisée pour l'évaluation de la basse vision et la rééducation. Quand on fait la rééducation, il faut faire le suivi pour voir si ça répond bien, si la vision récupère, tout ça, bien si ça continue à s'aggraver. Chez les gens, par exemple, qui ont la basse vision, une vision, c'est-à-dire faible, qui est un peu infra, comment dirais-je, en médecine légale, il y a des limites qui déterminent si il y a une bonne vision, si il y a une malvoyance, si il y a une précocité, il y a une nécessité absolue, il y a une nécessité, comment dirais-je, une nécessité débutante, ou si c'est une nécessité absolue. Dans la nécessité absolue, on ne voit plus rien. Mais la nécessité ne veut pas dire qu'on ne voit plus rien. Il y a des aveugles qui peuvent traverser la route quand leur vision est l'œil le plus bien voyant, c'est-à-dire la meilleure vision d'un œil est à 1/10 et que l'autre est inférieur à ça. C'est déjà au niveau légal, c'est déjà une nécessité légale. Mais cela ne veut pas dire que la personne ne voit pas. Bien, il y a des nécessités absolues aussi où la personne ne peut même pas voir la lumière. Là, c'est la nécessité absolue. Comme à la place de la lumière, comme on avait vu la fois passée, la rétine fonctionne à tout moment en envoyant des impulsions au niveau du cerveau. Si ce sont des impulsions on, alors dans la cécité, le malade verra une lumière permanente, mais sans voir les objets extérieurs. Si c'est une cécité off, le malade verra de l'obscurité en permanence, sans rien voir non plus des objets extérieurs. Donc il y a plusieurs types de sociétés. Donc le programme 10.2 permet d'évaluer la basse vision et la rééducation pour voir si on est en train d'avancer vers la cécité, avancer bien la cécité absolue, ou bien voir si la rééducation répond bien, si le traitement, si la vision récupère ou si la vision continue à s'altérer. Donc dans la basse vision et la rééducation, pour évaluer et explorer le reste du champ visuel central chez les patients à basse vision, par exemple avant adaptation du système grossissant. Si on voit que ça ne va pas, la vision est toujours basse et que la rééducation ne suffit pas et que la vision reste basse, tout ça, alors on passe à au lieu des lunettes ordinaires, on passe au traitement avec des systèmes grossissants, c'est-à-dire pas tellement des loups comme tel, mais des systèmes qui permettent de grossir les lettres, les objets, pour que le malade voit assez bien, puisse bien s'y prendre dans son milieu environnant. Planche numéro 57. Et en plus de ça, on a ça sur le protocole 10.2. Nous passons au programme 24.2 qui teste le 24 degrés à partir du champ central. Et puis il fonctionne avec 54 points. L'espacement entre les points est de 6 degrés. Il est un programme standard pour le dépistage du glaucome. Vous voyez que le glaucome, ça tourne un peu avec toutes les donc c'est une maladie vraiment qui nécessite nécessairement de faire le champ visuel parce que le champ visuel donne beaucoup d'indications sur le type de glaucome, sur son évolution, ainsi de suite. Donc le programme 24.2, c'est le programme 24.2 du programme Trésor est l'un des plus utilisés en pratique clinique en champ visuel. Il est le plus standard. Il est adapté au dépistage et au suivi du glaucome. Il est utile aussi en pathologie neuro-ophtalmologique. C'est un bon compromis entre couverture du champ visuel et temps d'examen. On a vu que quand l'examen est trop long, c'est pas très bien passé, ça fatigue les malades commencent à donner n'importe quelle réponse et donc les résultats n'est plus fiables. Et puis il peut y avoir des coupes de courant, il n'y a pas avoir des interruptions comme ça et tout ça. Bon, une fois on était en train d'examiner, brusquement dehors là il y avait des émeutes et tout ça, tout le monde devait fuir. On devait donc arrêter l'examen. Donc, quand on peut terminer l'examen avant, c'est toujours mieux de le faire avec des protocoles qui prennent moins de temps que des protocoles qui prennent 1 heure de temps, 1h30, tout ça. Alors qu'il y a des protocoles qui prennent aussi 15 minutes. Donc, les protocoles très longs, c'est toujours des protocoles un peu pas très bon souhaitables. Donc, planche numéro 58. Quand utiliser les protocoles 24.2, pour quelle pathologie il faut utiliser le protocole 24.2, c'est-à-dire 24 degrés à partir du champ visuel, espacé de 2 degrés, et pour chaque point espacé de 2 degrés. Donc, on avait vu, c'était dans le glaucome, c'est le protocole de référence pour dépister et suivre le glaucome, car il échantillonne bien la région autour de l'arcade temporale et nasale, où apparaissent les premiers déficits glaucomateux, défaut nasal step et scotome arqué. Tout ça, ce sont des histoires qu'on peut voir dans les champs visuels quand on fait l'examen visuel pour le glaucome. Le protocole 24.2 teste 54 points espacés de 6 degrés, couvrant 24 degrés de part et d'autre de la fixation et jusqu'à 30 degrés en nasal pour détecter un nasal step.
on verra le nasal step un peu plus long. Planche numéro 59. Quand utiliser le protocole 24-4, deuxième cas, c'est dans les pathologies neurologiques. Très utile pour explorer des atteintes chasmatiques ou post-chasmatiques, hémianopsie, chordanopsie. Hémianopsie, c'est quand, par exemple, il y a des tumeurs, ou bien des hémorragies, ou bien des inflammations, des destructions qui peuvent survenir au niveau d'un tronc nerveux. Alors, hémianopsie, c'est quoi? Le champ visuel est divisé par deux. Soit le malade ne voit pas les côtés gauche, soit il ne voit pas les côtés droits, soit ça peut être des deux côtés, une myopsie homonyme. Quand les deux côtés peuvent avoir les champs visuels gauche ou bien droite, quand les deux yeux ne peuvent pas voir les demi-champs visuels à droite, soit ça peut être il ne voit pas à temporal, donc à gauche de l'œil gauche, et puis il ne voit pas à droite de l'œil droit. Comme peut ne pas voir les champs visuels, les demi-champs visuels nasal, c'est-à-dire la moitié du côté du nez des deux côtés. Donc, c'est ça qu'on appelle hémianopsie. Donc, les champs visuels 24-2, c'est un protocole neurologique très utile pour explorer les atteintes chasmatiques ou post-chasmatiques hémianopsiques. Chordanopsique, c'est divisé encore par deux. Donc, vous avez les quadrants là. Il peut ne pas voir comme les quadrants ici, qu'il peut ne pas voir, ainsi de suite, quadrant supérieur, supérieur-nasal, supérieur-temporal, supérieur-nasal, inférieur-nasal, inférieur-temporal. C'est ça qu'on appelle chordanopsie parce que ce sont des quarts de champ visuel. Car il couvre largement les champs visuels central et paracentral. Planche numéro 60. Quand utiliser les protocoles 24-2 dans le bilan initial des pathologies rétiniennes, donc un dépistage précoce des pathologies rétiniennes. Quand on suspecte une atteinte diffuse, par exemple la rétinopathie médicamenteuse, on a parlé des intoxications là, les dystrophies rétiniennes, on commence souvent par un protocole 24-2 pour avoir un aperçu. On avait vu ça au début, au lieu de passer directement au protocole 60, on peut commencer par le protocole 24-2 ou 10. Ça donne un peu plus de précision. Protocole 61, page 61. On continue les indications du protocole 24-2 dans les suivis d'évolution, dans toutes les maladies où on craint une extension du déficit vers la périphérie ou vers le centre. Donc, quand la maladie est au milieu là, pas au centre, pas vraiment l'extrême périphérie, mais maintenant pour suivre si ça évolue vers le centre ou ça évolue vers la périphérie, on peut faire le protocole 24-2 qui illustre bien l'évolution de l'affection. Donc, dans toutes les maladies où on craint une extension du déficit vers la périphérie ou vers le centre, le 24-2 est un bon compromis entre couverture périphérique et dans les tests raisonnables. On a vu qu'il faut toujours faire un compromis entre l'étendue et le nombre de la précision, la résolution, le nombre de points. Parce que plus il y a des points, plus l'image est plus nette, plus ça prend du temps et plus l'étendue est plus vaste, plus ça prend du temps aussi. Donc, quand on peut voir quelque chose avec une étendue plus restreinte et puis une résolution plus restreinte, on peut préférer ce qui donne un peu un gain de temps. Et s'il y a suspicion de quelque chose qu'on voit qu'il y a quelque chose d'anormal ou bien d'inquiétant, à ce moment-là, on passe à une résolution plus élevée. C'est comme quand on fait les photos, on prend d'abord les zooms, on prend d'abord les champs total, et puis après, on commence à concentrer, jusqu'à avoir plus de détails. Planche numéro 62. Avantage du 24-2 sur le 32. Le 32, donc 30 degrés avec chaque point espacé de 2 degrés. Le 32 teste un champ un peu plus large, 30 degrés au lieu de 24 degrés. Mais il est plus long et n'apporte souvent pas d'informations supplémentaires en glaucome car la plupart des déficits apparaissent dans les 24 centraux. Donc, comme on a dit là, il faut préférer les tests plus restreints et avec résolution pas trop basse, mais quand même de plus basse qui peuvent donner des détails sur la maladie que l'on cherche. Planche numéro 63. Avantage maintenant du 24-2 sur le 10-2. On a vu les avantages du 24-2 sur le 32, maintenant les avantages du 24-2 sur le 10-2. Le 10-2 explore beaucoup plus finement la région centrale, 68 points espacés de 2 degrés sur 10 degrés. Il est surtout utilisé quand la maladie touche spécifiquement la macula, forme centrée de glaucome, atteinte toxique maculaire, dystrophie maculaire, ou pour préciser
un déficit central suspecté après un 24D. Donc quand on fait le 24D, on va avoir plus de précision. Là, on peut faire le test 10-2 pour avoir plus de précision. Bon, planche numéro 64, les thresholds les plus fréquents, maintenant, c'est le programme Macula. Le programme Macula threshold maculaire mesure la sensibilité sur les points très approchés concentrés dans les 10 degrés centraux, permettant de détecter des scrotums fins et précoces, souvent invisibles du champ visuel standard. Test maculaire, généralement 16 points dans les 5 degrés centraux. Pour la sensibilité maculaire fine, le protocole maculaire threshold est utile chaque fois qu'on suspecte ou bien qu'on surveille ou qu'on veut préciser une atteinte fine de la vision centrale, que ce soit par maladie maculaire ou les médicaments toxiques ou forme centrale de la macule. On va continuer par la suite avec le test threshold macula à la prochaine émission, parce que le chronomètre indique déjà que le temps imparti est presque arrivé. Il nous reste 5 minutes, moins de 5 minutes. Alors, donc nous avons parcouru les différents programmes de champ visuel pour détecter ou bien avoir une idée précise sur les maladies de la rétine. Alors, les champs visuels, c'est, comme vous l'avez vu, les tendus qu'on voit dans toutes ces zones-là, et puis les zones non aveugles qui sont à l'intérieur du champ visuel. Souvent, quand ça dure longtemps, on ne le remarque pas, mais au niveau du champ visuel, on voit ces zones-là qui ne répondent pas. Donc, quand par exemple les techniciens qui font les champs visuels doivent faire les champs visuels, ils doivent savoir quel protocole ils doivent respecter. Et en plus aussi, quand le médecin doit déterminer un examen de champ visuel, il doit déterminer le protocole en fonction de la pathologie et puis des autres maladies qui peuvent être autour de cette maladie-là, pour déterminer le protocole qui donne le meilleur résultat au moindre coût temporel et avec moins de sacrifice de la netteté, pour que l'image soit encore nette, pour que le diagnostic ne soit pas passé à côté, pour que les traitements soient bien appliqués et qu'on soit quand même sûr du traitement qu'on donne, et surtout pour pouvoir faire le suivi, parce que pour faire le suivi, il faut comparer deux images. Une image qu'on a prise aujourd'hui et une image qu'on prend, les images qu'on prend après, on les compare et on peut voir un peu le suivi. C'est comme avec le vieux film, ce sont des planches séparées, mais quand on les fait défiler rapidement, on voit la séquence, on voit l'évolution de la chose. Ça devient soit un mouvement, soit quoi. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous remercions d'avoir suivi et nous présentons notre émission en direct tous les mardis et les jeudis. Normalement à partir de 10h, mais à cause des embouteillages, nous sommes parfois obligés de commencer en retard. Et nous vous remercions beaucoup d'avoir suivi. Et comme c'est une émission, c'est une chaîne religieuse, on ne peut pas se séparer sans vous envoyer une fleuve de bénédictions du ciel. Et on vous dit donc au revoir et à bientôt. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première